En fait, j'ai fait aussi un livre sur Attila et les Huns, Vérité et légende, chez Perrin. Et c'est pour ça qu'ensuite, on m'a demandé de faire un petit article aussi. Voilà. Et donc, je ne suis pas spécialiste de l'Antiquité tardive particulièrement, mais à cause de mon origine hongroise, on m'a demandé à un moment de faire quelque chose sur Attila, et après c'est devenu comme une boule de neige, et donc de plus en plus j'avais beaucoup de documentation, et j'ai finalement fait ce livre en 2012 sur Attila et Léon, Vérité et légende. En fait, je suis spécialiste surtout des légendes, aussi bien des légendes des saints que des légendes littéraires du Moyen-Âge, et c'est ma vraie spécialité. Mais voilà. Alors, en fait, on va retourner en arrière. On ne peut pas tout de suite arriver en 451 avec cette fameuse bataille des champs cataloniques. Donc, voilà. Oh là, c'est... Oui, il faut dire quelques mots aussi sur les débats historiographiques actuels. C'est très discuté, il y a beaucoup d'ouvrages, mais on peut dire depuis le 19e siècle, c'est quelque chose qui est très débattu. Finalement, quel est le rôle des grandes invasions barbares, donc surtout du 5e siècle, dans la fin de l'Empire romain d'Occident. Et donc, c'est très discuté actuellement. Même, il y a 2 livres qui viennent d'être publiés de Lançon sur la chute de l'Empire romain, et aussi une traduction d'un livre anglais, mais qui est paru en 2006 déjà, et sans parler aussi d'un ouvrage collectif où j'ai participé, mais ce n'est pas pour souligner mon rôle, sur les barbares sous la direction de Bruno Dumézil, qui est vraiment spécialiste des royaumes dits barbares, mais qui n'étaient pas si barbares que ça. Alors, il faut tout de suite souligner aussi qu'en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays, j'ai mis des pays anglo-saxons, donc Angleterre, Amérique, on a une approche très différente de cette époque, pour cause, bien entendu. Par exemple, en Allemagne, les Germaniques ont beaucoup participé, bien entendu, à ce mouvement de population, et donc une hostilité, disons, beaucoup moindre qu'en France par rapport à ces envahisseurs. Et alors, cette question historiographique est aussi un peu d'actualité, parce que, évidemment, tout le monde le sait qu'actuellement, il y a une crise migratoire, et inconsciemment ou consciemment, on fait quelquefois des parallèles ou comparaisons avec cette époque, en pensant qu'il y a le heurt de plusieurs civilisations, ou c'est un danger. Enfin, voilà. Donc, c'est une question qui a une certaine actualité, et les historiens doivent justement donner certaines réponses, même si la vérité historique est très difficile à approcher. Alors, donc, on va remonter à une époque un peu plus ancienne. Donc, c'est l'époque de l'Empire romain tardif, qui était appelé Bas Empire, mais comme c'est aussi un terme un peu péjoratif, maintenant on utilise depuis quelques dizaines d'années plutôt le terme Empire romain tardif. C'est une époque, donc, une époque de ressaisissement du pouvoir impérial romain, qui était fragilisé dès le IIIe siècle, notamment par les barbares, mais aussi par la menace des Perses en Orient. Et alors, il y avait cette époque, donc, dès le IIIe siècle, où les soldats, les troupes de soldats devenaient maîtres du jeu politique, et ils portaient au pouvoir une série d'empereurs soldats, notamment autour du milieu du IIIe siècle. Alors, pour aller plus vite, parce que je ne vais pas faire l'histoire de l'Empire tardif, donc la reconstruction du pouvoir impérial s'attache ensuite au nom de Dioclétien, mais qui a, peut-être vous savez bien aussi, pour mieux administrer l'Empire, qui était immense,
a créé le régime de la tétrarchie, c'est-à-dire 2 Augustes, 2 empereurs principaux, et 2 César, 2 empereurs, disons, adjoints. Voilà. Mais ensuite, pour sauter plus loin, l'unité du pouvoir impérial a été rétablie par Constantin le Grand, que tout le monde connaît parce que c'est évidemment le fondateur, grand constructeur de Constantinople, qui va avoir un rôle immense ensuite dans l'histoire, mais aussi c'est lui qui a permis la liberté de la pratique de la religion chrétienne, qui devient seulement à la fin du IVe siècle religion d'État de l'Empire. Alors, ensuite, pour sauter encore plus loin, on va s'approcher quand même à notre date et aux grandes invasions. Il faut mentionner, bien entendu, le règne de Théodose le Grand. J'ai mis les dates. C'est très important, donc d'abord pour la politique religieuse. C'est lui qui impose le christianisme comme religion d'État de l'Empire. Et désormais, l'État et l'Église vont collaborer encore plus étroitement qu'à l'époque de Constantin, bien entendu. Mais alors, en ce qui concerne sa mort, et là j'aurai une carte aussi, il y a une division de l'Empire, donc l'Empire d'Occident avec Honorius, l'un de ses fils, et l'Empire d'Orient avec l'autre fils, Arcadius. Alors là, j'ai une carte, on voit déjà aussi les peuples barbares. Moi, je vois moins bien maintenant, mais bon, en tout cas, ça montre que la division passait, disons, dans le territoire de l'actuelle Albanie, Durrës, et cette division n'était pas destinée pour être définitive, mais dans la pratique, cette division ensuite est restée tout à fait définitive. Alors, je n'ai pas marqué sur une diapositive, mais il faut souligner aussi que dès cette époque-là, il y a des transformations dans l'armée, qui est évidemment quelque chose de très important pour l'Empire romain. Tout d'abord, il y a la division de l'armée dans 2 grandes catégories. Tout d'abord, il y a les troupes qui se stationnent près de la zone frontière, donc près du Limès, et c'est eux qui sont chargés d'empêcher justement les barbares, on va parler ensuite des barbares bien entendu, de pénétrer dans l'Empire. Et ce qui est un fait curieux, il faut souligner dès maintenant qu'il y a évidemment pas mal d'auxiliaires, de soldats d'origine barbare dans ces troupes, je m'excuse, et cette tendance existe dès le IVe siècle et ensuite se renforce beaucoup plus au Ve siècle. Et donc, ce qui est assez paradoxal aussi, que jusqu'au IIIe siècle, l'armée, c'est le principal agent de la romanisation, tandis que à partir du IVe siècle, on observe un retournement de la situation parce qu'au contraire, on peut dire qu'il y a une barbarisation de l'armée progressive. Alors l'autre sorte ou l'autre catégorie de l'armée, ce sont des armées de campagne, des armées mobiles qui sont sous les ordres des maîtres de milice, les magistri militum, et ces armées, disons, mobiles sont évidemment réparties sur les points sensibles de l'Empire et peuvent se déplacer là où il y a des dangers. Alors, il faut souligner également le rôle croissant de la cavalerie. C'est aussi une sorte d'adaptation aux barbares. Et après, il faut souligner aussi qu'on essaye encore pendant quelque temps de renforcer le Limès, la frontière, avec la multiplication des postes militaires, par exemple tous les 5 kilomètres environ. Voilà. Mais en même temps, on va voir, les frontières vont se rétrécir progressivement. Alors, c'est là qu'on va passer aux barbares vus par les Romains. Voilà.
alors, au départ, bien entendu, tout le monde sait que ce terme vient des Grecs. Les Grecs désignaient par cette onomatopée méprisante les étrangers qui ne parlaient pas bien leur langue ou qui ne parlaient pas du tout et qui s'exprimaient par une sorte de balbutiement incompréhensible. Mais après, chez les Romains, je ne peux pas faire tous les détails, mais ce terme prend un sens plus large, anthropologique, et évidemment, les barbares, jusqu'à un certain moment, vont désigner les non-romains et qui habitent en dehors des frontières de l'Empire. Mais évidemment, dans les textes littéraires, on oppose les barbares qui ont une mode de vie, manière de vivre tout à fait opposée au mode de vie et aux mœurs des Romains. Et aussi, ces barbares, pour les Romains, habitent dans un espace de vie assez obscur, inconnu et menaçant, dans les forêts, marécages, et c'est opposé aussi, évidemment, au monde très urbanisé ou urbain des Romains. Et ensuite, évidemment, avec la christianisation de l'Empire, les païens vont être aussi assimilés de plus en plus aux barbares. Mais alors, je voulais ici souligner aussi que, évidemment, les Romains, et avant les Romains déjà les Grecs, désignaient ces peuples un peu inconnus pour eux quand même par une multitude de noms ethniques, mais en réalité, il s'agissait souvent des entités ou des groupes multiethniques, et évidemment, il y avait un groupe dominant qui les organisait, etc. C'est le cas, par exemple, évidemment, pour les Huns, mais aussi pour les Visigoths ou d'autres Ostrogoths qui charriaient avec eux d'autres peuples ou d'autres ethnies. Alors, en ce qui concerne les barbares qui vont pénétrer dans le monde romain, dans l'Empire romain, la plupart étaient des peuples de langue germanique. Mais il y en avait aussi, on va voir, qui étaient d'origine iranienne ou turque. Mais quand ils commencent à graviter autour du monde romain, évidemment, ils vont être acculturés, ils vont sans doute garder leur langue d'origine, mais vont connaître évidemment le latin et le grec. Et donc, c'est très important à souligner. Alors, quand on décrit les barbares, les Romains utilisent toutes sortes de clichés littéraires pour les caractériser, notamment la sauvagerie, et donc en latin feritas, et vous avez sans doute reconnu qu'il y a dedans fera, c'est la bête sauvage, qui évidemment fait penser à cette assimilation des barbares aux bêtes sauvages. Après, il y a aussi la ferocia, la violence, ou encore la vanité. Alors, ça, ce n'est pas la vanité au sens actuel, mais c'est quelque chose qui désigne pour eux donc le règne de l'apparence, l'agitation inutile, la fausseté, l'erreur, l'inconsistance et la faiblesse. Et alors, ensuite, on caractérise souvent les barbares aussi par la fureur de guerre qui domine chez eux, donc la bellifuror, voilà, et la discorde. Alors, donc, dans la littérature, en tout cas, parce que dans la politique, les Romains sont tout à fait pragmatiques, mais dans la littérature, ils décrivent donc ces barbares qui vivent dans un monde où domine le désordre et la violence, et la nature fondamentalement violente des barbares est la conséquence, selon les Romains, de leur manque ou insubordination à des lois, et leur attitude est gouvernée, selon les Romains, par l'irrationalité. Et donc certains auteurs soulignent même qu'ils sont plus proches des animaux sauvages qu'aux humains. Voilà. Alors, je vais montrer aussi quelques représentations dès le IIIe siècle.
je pense que c'est ici. Ah, il faut. Voilà. Alors, dès le IIe siècle, en fait, il y a les représentations des batailles entre les barbares et les Romains, bien sûr. Il y a même des sarcophages de bataille, on appelle comme ça. Et donc, voilà, il y a l'une des représentations comme ça. C'est une bataille, c'est une allusion aux batailles de Marc Aurèle, on va y arriver, contre donc, les Marcomans, les Quads et les Sarmates. J'ai aussi une... Ah oui, c'est par là. Une autre. Ah, c'est bon. C'est aussi une représentation des Romains qui sont en train de vaincre, bien entendu, les barbares, qui ont l'air tout à fait dignes par ailleurs. Voilà. Alors, on va passer... ouais, je reste avec l'image parce que là, je n'ai pas mis de texte encore. Alors, le début des invasions, j'utilise le mot même si je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est plutôt des migrations, donc des mouvements de peuple qu'on devrait dire. D'ailleurs, les Allemands vont parler de... vraiment de... utilise un terme qui désigne plutôt l'errance ou le mouvement de peuple. Alors, les peuples extérieurs, donc les barbares, devenaient de plus en plus actifs et menaçants dès le IIe siècle, et notamment c'est Marc Aurèle qui mène des campagnes donc, pendant 3 ans. Je reviens encore là-dessus. Ah, c'est là. Non, c'est pas ça. Hop, voilà. Qui mène des campagnes contre donc, les Quads, Marcomans, Yazig et Das entre 167 et 180. Et alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'il est très important aussi, parce qu'il fait déjà des choses qui préfigurent ensuite la politique romaine des siècles ultérieurs. Il recrute des auxiliaires parmi les barbares et il fait aussi installer des barbares germaniques dans des provinces périphériques de l'Empire. Et il voulait même créer de nouvelles provinces pour accueillir les barbares avec le projet d'une extension territoriale de l'Empire. Alors, c'est là qu'il y a cette époque de sarcophage dite de bataille qui apparaissent et que ça continue ensuite au IIIe siècle aussi. Et alors, c'est là qu'on va arriver au IIIe siècle. Alors, hop. Non, c'est pas ça. Hop, retour. Selon l'un des auteurs, c'est le temps des pirates, c'est des menaces, disons, un peu occasionnelles encore pour l'Empire. Mais c'est déjà une situation plus difficile pour l'Empire. Et il y a un empereur qui se bat déjà dans un espace dit barbare, c'est-à-dire en dehors des frontières de l'Empire. C'est Maximin de Thrace, qui était d'ailleurs lui-même d'origine barbare. Et en 251, c'est un fait aussi très important, emblématique, on peut dire, 251, l'empereur Dès, qui combattait les Goths, perd la vie dans la plaine de Dobruja, donc actuelle Roumanie. Ensuite, je ne vais pas détailler tout cela, mais il y a toutes sortes d'attaques des Alamans, donc des Germaniques, bien sûr, qui font une incursion vers Ravenne, mais aussi vers le sud de la Gaule, notamment la Narbonnaise, la Lyonnaise, que vous avez dû voir tout à l'heure, voire vers l'Espagne. Et les Francs, qui sont évidemment très importants, mènent des incursions aussi en Gaule, du littoral flamand jusqu'à la Champagne, mais font aussi des raids sur les côtes dans la région et aussi dans la région du Rhin moyen et jusqu'au bassin parisien des années 269, je n'ai pas mis les dates là, puis en 274, 275. Et alors,
ça j'ai marqué, autour de 260, les Romains se retirent sur les frontières du Rhin et du Danube, c'est-à-dire c'est les fleuves qui vont être les frontières naturelles, et abandonnent des territoires qui se trouvent à l'est du Rhin et au nord du Danube. Donc c'est un rétrécissement, bien entendu, du territoire de l'Empire. Alors, il faut parler aussi de l'intégration des barbares. Voilà. Alors, les Romains ont fait preuve d'un grand pragmatisme, ça tout le monde souligne. Et donc, évidemment, ils essayaient de garder les frontières, ils essayaient de repousser les barbares au-delà des frontières de l'Empire, mais il y avait d'autres moyens de traiter les barbares, les soi-disant barbares, voire il y avait des méthodes pour les intégrer. Alors, la première procédure, c'était notamment l'installation des prisonniers après une victoire militaire des Romains. Et par exemple, il y a les Alamans qui sont installés en 275 dans les champs d'Écumate, ou encore en 287-88, il y a un traité avec le roi des Francs pour une installation entre la Meuse et la Moselle. Alors, il y a aussi l'accueil des groupes ethniques qui demandent l'asile. Et ça, on va voir encore à plus grande échelle tout à l'heure. Et il s'agissait véritablement d'une sorte d'immigration contrôlée. Alors, il y avait toutes sortes de nuances. Ces personnes d'origine barbare étaient installées quelquefois comme colons, et ils étaient libres, mais ils n'étaient pas encore citoyens, et dans certains cas, ils étaient placés sous la dépendance ou dans la dépendance des propriétaires romains, ou encore il y avait aussi l'accueil des groupes ethniques compacts qui pouvaient garder un statut communautaire dès la fin du IIIe siècle en Gaule. Donc il y avait toutes sortes de choses variées. Alors, il y a beaucoup de conséquences de cela, mais notamment l'armée, j'ai déjà dit, se transforme aussi parce que de plus en plus il y a des auxiliaires d'origine barbare. Et ça, on va voir encore, notamment au champ catalonique, mais aussi avec l'acculturation, c'est-à-dire une sorte d'intégration dans la société, dans la haute société romaine, on peut dire. Il y a, dès le IVe siècle, des personnalités barbares qui sont donc déjà romanisées, mais qui font carrière dans l'Empire en tant que généraux, c'est-à-dire magistri militum, des maîtres de l'armée, ou encore des préfets urbains ou consuls. Alors, j'ai mis quelques noms. Par exemple, chez les Francs, il y a Bauto, qui est magister militum, donc on pourrait dire général ou chef de la milice, de l'armée, en Occident, entre 380 et 85. Et ce qui est intéressant, c'est que sa fille épouse l'empereur Arcadius en 395. Donc, on peut pas... c'est quand même immense. Ensuite, il y a Ricomère, également magister militum, donc chef de l'armée en Orient, donc dans la partie orientale de l'Empire, 383. Et son oncle, Arbogast, également magister militum vers la fin du IVe siècle, et qui régente le gouvernement de l'empereur Valentinien III, empereur en Occident, et intervient dans l'élévation au trône d'un autre empereur. Et alors, il y a aussi Stylicon, qui est d'origine vandale, c'est pas toujours très sûr, mais bon, en tout cas d'origine barbare. Et il devient aussi magister militum en Occident. Là, c'est fin
quatrième et jusqu'à 408. Et là encore, la fille de notre Stylicon épouse l'empereur Honorius. Donc, on ne peut pas vraiment demander plus. Alors là, on va arriver quand même, enfin, aux grandes invasions. Les grandes invasions, donc c'est le terme consacré donc, dans la littérature historiographique française, mais donc il faudrait parler plutôt de migration de peuples, pénétration des peuples, parce que ce qu'il faut souligner aussi, que il ne s'agissait pas, même si ça va commencer avec un événement ensuite assez brutal, mais très souvent, ce n'étaient pas des hordes sauvages qui arrivaient en détruisant tout. Ça arrivait aussi, mais quelquefois, il y avait la demande d'accueil, ou alors il y avait carrément le pouvoir romain qui les a fait venir. Enfin, il y a toutes sortes de nuances. Mais alors, le déclenchement, en général, tout le monde est à peu près d'accord que c'est les Huns qui mettent en branle le monde barbare de l'Est. Et alors, c'est assez intéressant aussi que c'est en 375. Et vous savez que c'est encore une date emblématique, la déposition de Romulus Augustulus, ça va être 100 ans après, 376. Bon, c'est à peu près une centaine d'années où tout se passe pour la disparition on n'aime pas trop dire chute de l'Empire romain d'Occident. Donc il y avait les... je vais parler encore des Huns ensuite en détail, mais d'abord on va parler des Goths, des tribus germaniques qui sont mentionnées donc dès la fin du IIe siècle au nord de l'Ukraine actuelle, puis ensuite au nord de la mer Noire. Et on sait aussi que dès le milieu du IIIe siècle, ils font toutes sortes de raids, des attaques contre l'Empire, c'est-à-dire c'est à la recherche du butin, au-delà du Danube, qui est une frontière naturelle, et à travers la mer Noire. Donc ils saccagent parfois la Thrace, la Grèce et l'Asie mineure. Alors maintenant, en ce qui concerne cette mise en branle des Gothiques et des tribus gothiques et les Alains et d'autres, on connaît surtout par Jordanès, l'historien Jordanès, qui a écrit l'histoire des Goths, et lui-même, donc lui, il écrit l'histoire des Goths, Jordanès, au milieu du VIe siècle, mais il avait d'autres sources. Il y avait Cassiodore qui a écrit déjà cela, mais son œuvre est incorporée, ou en tout cas résumée par Jordanès. Et en ce qui concerne les Huns, Jordanès utilise aussi un écrivain Priscos ou Priscus qui est venu ensuite, ou qui viendra ensuite à la cour d'Attila dans le territoire de l'actuelle Hongrie. Alors donc Jordanès est la meilleure source. Il y a d'autres aussi quand même de ces histoires sur le déplacement des tribus gothiques. Alors, donc, il y avait deux groupes, les futurs, je ne vais pas trop compliquer, les futurs Wisigoths et les futurs Ostrogoths, mais qui ont d'autres noms aussi. Et donc, en 375, les Huns font irruption sur la scène historique, et à l'est du Don, à la suite d'attaques à répétition, d'abord, ils soumettent les Alains. Ensuite, les Alains, c'est un peuple d'origine iranienne, et ensuite, les Huns soumettent aussi, et triomphent aussi sur les tribus gothiques. Bon, ils essayent de résister, mais finalement, une partie des Goths décide de fuir vers l'ouest, au-delà du Dniepr, au-delà du Danube. Et donc, je regarde, je pense que j'ai une carte, il faut que
hop là. Oui, bon, là, je vais rester là-dessus un petit peu. Vous pouvez mieux regarder. Voilà, mais il y a au moins un lieu, Andrinople, qu'on voit déjà au bord, enfin, pas au bord, mais près de la mer du Nord, qui va être important. Et on voit aussi le déplacement quand même de ces tribus gothiques. Alors, donc, poussés par les Huns, les Wisigoths et d'autres groupes ethniques demandent asile dans l'Empire en 376. Donc, ils veulent aussi avoir des provisions et évidemment une sorte de protection. Et en échange, ils offrent évidemment leurs bras armés pour défendre l'Empire. Alors, l'empereur Valens admet un groupe des Wisigoths. Ils s'établissent en Thrace, mais ils sont approvisionnés trop insuffisamment et trop, disons, pas très régulièrement. Donc, ils sont tout à fait mécontents et ils se mettent à organiser des expéditions, des raids pour se procurer des vivres et d'autres biens dont ils ont besoin. Et alors, tout cela mène à un affrontement entre les Wisigoths et leurs alliés et les Romains, donc à Andrinople. Là, vous voyez assez bien, je pense, dans la partie couleur saumon, près de la mer du Nord. Donc, c'est une bataille assez fatale. Andrinople, le 9 août 378, l'empereur subit un échec et il perd même la vie. Et les Goths sont soutenus à ce moment-là. Ah oui, il faudrait que je fasse avec, que je pointe, mais je ne sais pas tout. C'est ici quelque part, voilà. Alors, l'empereur meurt et donc les Goths étaient en fait soutenus par les Huns et les Alains qui venaient ensemble avec eux. Alors, cette confrontation, cette perte de bataille ouvre évidemment une brèche dans l'organisation de l'Empire et désormais, quelques années plus tard, l'empereur Théodose le Grand, réussit à imposer aux Goths un traité, un feudus, en leur laissant des terres en Thrace, entre le Danube et le Émus avec H, Émus. Et c'est tout à fait important parce qu'il s'agit d'une installation compacte d'un peuple sans disperser donc les membres de ce peuple et ils peuvent se gouverner selon leurs propres lois et les Romains qui subsistent évidemment dans cette région gouvernent leur vie et leur tout et tout selon la loi romaine en même temps, bien entendu. Alors, c'est très important, bien entendu, cet événement. Attendez, je reviens encore. Hop. Oui, alors, mais nos Wisigoths ne sont toujours pas très contents de leur situation. J'essaie d'aller quand même un petit peu plus vers les Huns. Voilà. Et finalement, pour arriver plus tard à ces événements, il faut souligner que les Wisigoths vont passer 40 ans d'errance à l'intérieur de l'Empire avant de se fixer ensuite en Aquitaine. Alors, à cette époque-là, la plupart des Huns restent encore, parce que c'est très important aussi à souligner, restent encore plutôt dans les territoires, disons, de l'Est, l'Ukraine actuelle, etc., des steppes situées à l'Est du Don, mais progressivement, ils commencent à faire toutes sortes de ravages, aussi bien dans l'Est, enfin, dans l'Orient, c'est-à-dire carrément vers la région de la Mésopotamie, mais aussi ils vont vers Antioche, mais ils commencent évidemment à avancer aussi vers l'Ouest.
Alors, peut-être je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas fait une diapositive là-dessus, un peu sur les Huns, parce que tout le monde se demande toujours si c'était des Mongols voilà, on sait pratiquement rien de leur langue. Même le nom d'Attila, qui va être le grand chef, est probablement un nom d'origine plutôt gothique, germanique. Enfin, mais on pense par d'autres recherches linguistiques que les Huns avaient une langue d'origine turque, pas le turc actuel, mais bon, c'est un très grand groupe linguistique. Et en ce qui concerne leur appartenance ethnique, c'est très difficile aussi parce que les tombes, même germaniques ou uniques, ont souvent un mobilier assez ressemblant. Mais s'il y avait parmi les Huns certains individus ou sans doute un groupe d'apparence plutôt mongole, ce n'était pas la prédominance. Donc, et de toute façon, comme j'ai déjà dit dès le début, qu'il y avait dans toutes ces fédérations barbares, il y avait toujours beaucoup de sortes de peuples et même beaucoup de sortes de langues. Et donc, quand on parle des Huns, ce n'est pas nécessairement un groupe ethnique bien défini. Voilà. Là, j'ai fait une petite digression sans la diapositive. Et là, on va arriver à cette fameuse grande invasion en Occident. Maintenant, on va rester en Occident, on va y arriver. Et donc, il y a un événement tout à fait symbolique et qui est toujours évoqué, évidemment, c'est à la fin de l'année 406, c'est le passage donc de Rhin gelé par des Vandales, des Alains et des Suèves. Alors les Vandales et les Suèves, donc, ce sont des tribus germanophones, germaniques, tandis que les Alains, j'ai déjà dit, d'origine iranienne, sans doute c'est pas un groupe tout à fait pur et dur, voilà. Et à leur suite, il y a d'autres barbares aussi qui passent donc le fleuve, et ils pénètrent ensuite en Gaule et continuent leur route aussi vers l'Espagne. Alors là aussi, selon les hypothèses, c'est peut-être les Huns qui les ont poussés, qui ont déjà avancé pas mal vers l'ouest. Alors, beaucoup plus traumatisant, en tout cas dans la littérature, mais dans la réalité, ça ne devait pas être très gai non plus, c'est le sac de Rome par le Wisigoth Alaric, dont le roi des Wisigoths. Donc, vous voyez, ils ont été poussés dès 375 et c'est juste maintenant qu'ils arrivent en Occident. Et donc, il y avait évidemment des pillages, des viols, des incendies. Alors, il faut souligner aussi qu'à cette époque-là, c'est Ravenne qui est la capitale réelle de l'Empire romain d'Occident. Mais Rome a toute sa symbolique, bien entendu, et selon les écrivains de l'époque, comme Saint Jérôme ou Saint Augustin et d'autres, c'était un événement absolument horrible et qui était toujours évoqué avec énormément de tristesse et angoisse. Et voilà. Alors, en fait, Alaric a fait ce pillage de Rome parce que l'empereur Honorius n'a pas satisfait ses exigences. Et voilà. Alors, donc, c'était une occupation pendant 3 jours et pour les contemporains, ça avait une signification désastreuse. C'était un choc tout à fait terrible, même si, comme j'ai dit, à cette époque-là, c'est Ravenne qui est la capitale de l'Empire romain d'Occident. Alors, après, Alaric ne reste pas longtemps à Rome, ce n'était pas le but d'occuper Rome. Il voulait en fait passer en Sicile, mais il amène en otage Galla Placidia, qui était la fille de l'empereur Théodose et la demi-sœur de l'empereur Honorius. Alors, après la mort d'Alaric, son successeur,
Ataulf, oui, oui, passe en 412 en Gaule et il offre ses services à l'empereur Honorius pour combattre un usurpateur, Jovin, un usurpateur qui veut être empereur en Gaule. Mais là encore, il y a des problèmes de ravitaillement et Ataulf, pour se venger, ou en tout cas pour se satisfaire, etc., il prend possession de trois villes, donc de Narbonne, Toulouse et Bordeaux. Et ce qui est très intéressant aussi, que le 1er janvier 414, Ataulf épouse Galla Placidia. C'est encore un événement très symbolique aussi, parce que c'est une cérémonie tout à fait romaine. Et Ataulf, apparemment, selon les documents littéraires de cette époque-là, il est tout à fait fasciné par la romanité et c'est une cérémonie donc absolument romaine. Alors, évidemment, il n'y a pas de représentation de l'époque. C'est pas ça que je voulais. Mais c'est ça. Bon, c'est un peu... Bon, sur Ataulf, même, il y a des sculptures, des peintures. Et il est très, très beau sur ces représentations. Et alors, je vais juste citer un petit peu à propos d'Ataulf que son vœu le plus ardent, disait-il à ses familiers, avait été d'effacer le nom romain, de faire de tout le territoire romain un empire goth, de la Romagna une Gothia, de devenir un César Auguste. Mais il le savait par expérience, les Goths n'obéissaient pas aux lois, par suite de leur barbarie sans frein. Il ne fallait pas prohiber de l'État les lois sans lesquelles un État n'est pas un État. De moins avait-il choisi de mettre sa gloire à restaurer dans son intégrité par la force gothique et à éteindre le nom romain, à passer aux yeux de la postérité pour avoir restauré Rome puisqu'il n'avait pu la transformer. Aussi s'abstenait-il de faire la guerre et aspirait à la paix. C'est très intéressant. Bon, alors en tout cas, je reviens sur un petit peu... Voilà, c'est pas mal aussi, mais... alors, en tout cas, en réaction à ce mariage, l'empereur Honorius fait bloquer la côte méditerranéenne justement pour empêcher que les Wisigoths s'y installent. Et les Wisigoths passent alors en Espagne. Ataulf est assassiné dès 415 à Barcelone, par son entourage d'ailleurs. Alors, pour aller plus vite, son successeur, qui s'appelle Valia, voulait passer en Afrique, mais il ne réussit pas. Et finalement, les Wisigoths sont contraints de chercher une alliance avec les Romains. Et finalement, c'est là qu'on arrive enfin à cet accord historique de 418, un feudus, un traité qui permet aux Wisigoths de s'implanter en Aquitaine. Et c'est là, donc c'est à peu près presque 4 décennies, au bout de 4 décennies, que les Wisigoths finalement ont pu trouver un pays pour eux. Et c'est une implantation donc permanente à l'intérieur de l'Empire, entre la Loire et la Garonne. Et c'est ce qu'on considère dans les manuels, tout ça, l'acte de naissance du premier royaume barbare établi sur les terres impériales. Voilà. Alors, c'est là que il y aura ensuite une sorte d'accalmie. Attendez, j'essaie de changer mes trucs. Une sorte d'accalmie pendant la première moitié, enfin, on est passé déjà un peu tout à fait le début de la première moitié du 5e siècle, mais donc on va venir maintenant à la Gaule dans cette première moitié du 5e siècle. Alors, dès le début
du 5e siècle, vous avez vu, il y avait déjà ces traversées, les Visigoths et tout. La Gaule échappe donc progressivement à l'autorité impériale. Donc c'est l'installation donc des Visigoths, mais aussi, on va voir avec Aetius, il y a d'autres peuples d'origine barbare qui vont s'installer, qui vont être installés. Alors c'est Aetius ou Aetius, comme vous voulez, qui est considéré comme le dernier grand général romain, défenseur de la romanité, donc le pouvoir romain en Gaule, mais en Italie aussi, mais enfin il fait ses grandes actions surtout en Gaule. Il a dû naître à la fin du IVe siècle, en même temps, enfin à peu près à la même époque que Attila, on ne sait pas évidemment exactement la date. Mais en tout cas, il avait le même âge à peu près que le roi des Huns, Attila. Et il était, Aetius, dans sa jeunesse, otage d'une part d'abord chez les Visigoths, mais aussi chez les Huns. Donc, notamment, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, mais bon, il connaissait les Huns et il avait même sans doute une certaine sympathie pour eux et pour Attila notamment. Alors, il devient l'homme fort durant le règne de l'empereur Valentinien III, donc fils de Galla Placidia, et il essaye de repousser l'expansion des barbares en Gaule. Les Visigoths sont déjà installés, vous voyez, 418, mais il essaye de les freiner dans leur expansion vers Arles, mais aussi il essaye de limiter l'avancée des Francs rhénans, donc qui sont les Francs qui sont plus à l'est, parce qu'il y en a qui sont plus dans le territoire de Belgique actuel à cette époque-là. Et comme il a une sorte de relation avec les Huns, il utilise les Huns, par exemple, pour arrêter les Burgondes. Et cela se reflète ensuite dans la chanson des Nibelungen, où, voilà. En 440, Aetius établit les Alains, qu'on a déjà vus, qui sont tout à fait acculturés à cette époque-là, à Valence, enfin près de Valence et près d'Orléans. Alors, les Alains, qu'on a vus déjà quand on a déplacé en 375 les les tribus gothiques, mais les Alains ont participé aussi à cette traversée du Rhin gelé en 406, et ils ont fait des pillages à cette époque-là en Gaule, etc. Mais ensuite, une partie des Alains s'est mise au service des Romains. Et alors, il faut souligner aussi que vers le milieu du siècle, et ça on va voir avec les chants cataloniques, les Francs saliens, c'est-à-dire les Francs qui avaient leur territoire, disons, un peu dans la Belgique actuelle, grosso modo, deviennent des alliés d'Aetius dans le nord de la Gaule. Alors, ah oui, c'est juste un rappel pour les Alains, vous voyez, ils ont fait un immense trajet, un peu comme les Goths, en principe, pas en partie aussi en Afrique, mais c'est aussi tout à fait le trajet des Vandales, c'est pas mon sujet ici, et donc, voilà, c'est très schématique, mais on voit bien que, voilà. Alors, maintenant, on va arriver à nos chers Huns. Et je ne vais pas faire toute l'histoire, bien entendu. Alors, c'était aussi, disons, leur premier pays vraiment connu, c'est donc l'Ukraine actuelle, grosso modo. Ensuite, ils avancent comme les Goths, etc. Enfin, c'est peut-être eux qui les poussent. Et à un moment, ils s'installent même dans le territoire de l'actuelle Hongrie. On n'a pas tout à fait, on ne sait pas où était notamment la capitale, tout en bois d'Attila, mais sans doute entre le Danube et le Tisa, entre ces deux fleuves, mais on n'a pas de précision. On cherche toujours tout ça avec beaucoup d'espoir et voilà. Alors, Attila donc, a dû naître aussi à la fin du
IVe siècle et il devient, pour aller plus vite, grand roi en éliminant son frère en 435. Alors, pendant, disons, une grande partie de son règne, et déjà avant, les Huns qui étaient donc avancés jusqu'à la Pannonie, jusqu'à la Hongrie actuelle, faisaient beaucoup d'expéditions, beaucoup de raids dans les Balkans et exigeaient des tribus, donc des tribus en or de l'Empire romain d'Orient. Et ils ont eu plusieurs fois des grandes satisfactions et également ils ont exigé aussi la restitution de leurs otages, de leurs prisonniers, parce qu'ils pouvaient se retourner contre eux et donc il y avait beaucoup de marchandage. Mais, et c'est là qu'on va y arriver, en 450, Théodose II meurt et il y a un très grand changement de politique dès cette époque-là. Le nouvel empereur, qui est Marcien, ne veut plus payer aux Huns, il durcit sa politique et c'est là que Attila et les Huns vont se retourner contre l'Occident. Et il y a une curieuse affaire, c'est sans doute en partie légendaire, c'est très difficile de voir dedans la vérité totale, mais en tout cas, il y a un prétexte qui va autoriser en quelque sorte Attila de se retourner ou se tourner vers l'Occident et faire une expédition terrible. C'est l'époque donc de l'empereur Valentinien III. Il règne depuis 425, mais il était très longtemps, peut-être toujours, sous l'influence de sa mère Galla Placidia. Et elle meurt seulement en 450, cette bonne dame qui a été, vous vous rappelez, otage et épouse d'Ataulf. Mais les enfants, donc Valentinien et Honoria, ne sont pas les enfants de ce père, de ce chef visigothique, mais d'un empereur qui est romain. Parce que Galla Placidia a été renvoyée ensuite, libérée des Gothiques. Alors, donc, la sœur de l'empereur, la fameuse Honoria, avait le rang d'Augusta, donc elle pouvait avoir le rang de co-impératrice, mais à cause d'un scandale, c'est ça qui est un peu obscur, elle a été donc éloignée de la cour et des sphères du pouvoir. Et dans cette situation qui était désespérante pour elle, elle s'adressa à Attila et elle lui offrit sa main en lui envoyant même une bague comme gage il est bien possible qu'elle... donc c'est très difficile à voir. Mais Attila donc a saisi cette occasion pour exiger pour d'autres la moitié de l'Empire d'Occident, à savoir la Gaule. Alors évidemment, ce mariage n'a pas eu lieu. L'empereur Valentinien refuse absolument la main d'Honoria et de sa dot. Et voilà, c'est une parfaite occasion pour Attila pour entreprendre une campagne en Europe occidentale. Alors, il y a évidemment d'autres raisons, sans doute. Selon Jordanès, l'historien Jordanès, le roi des Vandales aurait peut-être encouragé Attila pour attaquer les Wisigoths, qui sont installés en Gaule déjà. Et il y avait aussi un conflit de succession chez les Francs, également au nord de la Gaule. Et il y avait deux fils et l'aîné était protégé par Attila et peut-être il voulait intervenir aussi. Mais bon, tout ça, c'est pas sûr. L'histoire des Wisigoths, c'est assez probable. Et c'est là qu'on va arriver enfin peut-être à... ouais, là, c'est très, très, très schématique, mais ouais, là, on voit un peu les contours de ce territoire sous la domination des Huns, mais ce n'était pas très organisé, il y avait une multitude de peuples, etc. Mais donc, leur base est restée encore en Orient, mais il y avait déjà une base jusqu'à la Hongrie actuelle. Alors,
on va y arriver quand même. Donc, les chants cataloniques. Donc, je souligne toujours, la source c'est Jordanes, qui donne vraiment beaucoup de détails, mais qui n'a pas assisté à cette bataille, et il s'est appuyé sur Priscus et aussi Cassiodore, qui a écrit déjà l'histoire des Goths. Alors, c'est une nouveauté aussi dans l'historiographie à cette époque-là, l'histoire des peuples qui veulent montrer la noblesse de ces peuples d'origine barbare, à l'instar de l'histoire romaine. Donc, Jordanes, justement, présente l'origine, la constitution et l'histoire du peuple gothique, enfin, des branches. Et cela montre aussi l'acculturation de ces peuples barbares dès le VIe siècle dans l'historiographie même. Alors, donc, Attila et Léon et leurs alliés, parce que c'était vraiment pas juste une ethnie, quittent la Pannonie, donc le territoire de la Hongrie actuelle, probablement en janvier 451. Donc, c'est une armée composite. Il y a toutes sortes d'ethnies germaniques notamment. L'armée arrive à Metz la veille de Pâques. Alors ça, c'est très célèbre. Ils incendient la ville, massacrent la population et ils se dirigent vers Orléans. Alors là, justement, c'est pour ça qu'on pense que... Pourquoi ils évitent Paris? Bon, je ne vais pas détailler aussi que, selon la légende, c'est Geneviève qui a écarté Léon grâce à ses prières. En fait, effectivement, elle a fait prier les dames de Paris et voulait pas que la population fuit Paris, mais apparemment, Attila n'avait aucune intention de passer ou piller Paris. Il voulait passer la Loire à Orléans, et justement parce que s'il y a cette hypothèse de la guerre contre les Wisigoths, c'était le passage obligatoire dans cette direction vers l'Aquitaine. Alors, ce qui est très intéressant aussi, alors c'est une ville fortifiée avec un pont et était justement défendue par un chef qui était Alain, donc de l'ethnie Alain, c'est Sanguiban. Et alors, Léon a apparemment presque réussi à prendre la ville. Et là encore, il y a toutes sortes de légendes aussi. Mais au dernier moment, Essius et les Wisigoths, l'armée alliée, arrivent et sauvent donc la ville. Et Attila doit se replier dès cette époque-là, enfin dès ce moment-là, vers le nord-est, vers la Champagne. Et c'est là qu'il y aura cette fameuse confrontation. Alors, dans la plupart des sources, en fait, on parle de certains endroits à Moriacum. On ne sait pas où ça se trouvait exactement, En tout cas, c'était entre Troyes et Châlons. Alors, voilà. Alors, il y avait aussi des fouilles ordonnées par Napoléon III en 1857, parce qu'il y avait une tradition qui localisait le camp d'Attila à la Chèpe. Donc, c'est juste pour montrer qu'il y a des dessins comme ça. Donc, Napoléon III, qui s'intéressait à l'histoire, donc a ordonné des fouilles parce que c'est là que, selon la tradition, se trouvait le camp d'Attila. Mais on ne sait pas exactement où c'était. Alors maintenant, là, on va parler plutôt des armées qui s'affrontent. Jordanes parle des prémices de ces confrontations. Jordanes précise que l'empereur valentinien a réussi à convaincre Théodoric, le roi des Wisigoths, de secourir l'Empire en participant à la guerre contre l'envahisseur. Et effectivement, Théodoric est présent là, avec son armée, avec une foule innombrable, selon Jordanes, avec ses deux fils aînés, Thorismond et Théodoric. Je ne sais pas s'il y a les noms ici. Oui, ils sont là. Voilà. Et
Essius, alors je cite, « Sur les épaules duquel reposait alors l'empire du couchant, il a rassemblé une armée extrêmement composite. » Donc, il y avait... Attendez, je pense que j'ai détaillé ça. Donc, il y avait des Francs, des Sarmates, des Armoricains, des Lyticiens, des Burgondes, des Saxons et des Francs, et sans doute bien d'autres peuples, donc de Celtiques et de Germanie, selon Jordanès, difficile à les bien identifier en fait. Et dans le camp d'Attila, il y a les Huns, bien sûr, sans doute, c'est les troupes d'élite d'ailleurs, mais il y a aussi l'autre branche des Goths, les Ostrogoths, notamment menés par 3 frères, et dont l'un était homme de confiance d'Attila. Et il y avait un autre peuple allié également germanique, les Gépides, et qui sont là avec leur roi Ardaric, qui c'était un très bon fidèle d'Attila. Et je vais... donc les Gépides. Et je cite encore Jordanès, « Quant au reste de la foule des rois au chef des différentes races, comme satellites, ils étaient attentifs aux volontés d'Attila. Chacun se tenait à portée de son regard impérieux, sans laisser échapper le moindre murmure, craintif et tremblant, ou pour le moins, il exécutait tout ordre qu'il avait reçu. » Et alors donc, de 2 côtés, il y avait des armées absolument composites, des vrais Romains, bien sûr, avec Essius, on ne sait pas exactement, mais sûrement qu'il y en avait, donc des vrais Romains étaient sans doute minoritaires, ainsi que dans le camp d'Attila, sans doute les Huns étaient aussi minoritaires. Alors on sait aussi qu'avant, selon Jordanès, la bataille, Attila a consulté les aruspices et ils ont prédit des malheurs aux Huns, mais aussi la perte de vie du principal chef du camp adverse. Alors... oui, bon, ça c'est ma conclusion. La bataille très souvent on voit, sincèrement, je vais quand même argumenter, c'est quand même une bataille sans vainqueur, même si, oui, bon, alors, donc cette bataille a lieu à la fin juin 451. C'est la dernière collision frontale de grande envergure avant la fin de l'Empire d'Occident. Ça a eu lieu en plein champ et les 2 camps essayaient d'avoir une bonne place, bon positionnement. Il y avait une colline et même avec ça, on n'arrive pas à identifier l'endroit. Les Huns ont pris le flanc droit et Essius le flanc gauche. Au milieu du camp des Huns, il y avait Attila. Alors, il y avait aussi des espèces de chars qui transportaient des armes, des provisions, et donc c'était tout un truc fortifié en quelque sorte. Et Essius plaça au centre les Alains avec leur roi Sanguibon. L'aile gauche fut occupée par les Romains et l'aile droite par les Wisigoths. Et dans les 2 camps, il y avait beaucoup de cavaliers. Ceci dit, ensuite pour le combat, l'arme la plus redoutable, c'était les arcs de grande taille qui pouvaient envoyer des flèches à 150 à 175 mètres de loin. Et ils utilisaient aussi les haches de jet, les francisques et les lances et toutes sortes d'épées. Alors, Attila, et c'est presque fini, Attila a harangué d'abord ses troupes, c'est horrible de dire toujours comme ça, voilà, c'est sans doute inventé par les auteurs, les historiens, mais bon, le message est quand même intéressant. Il a encouragé ses guerriers pour prendre l'initiative du combat et ensuite, il a dit aussi qu'il faut attaquer les Alains et les Wisigoths plutôt que les Romains pour priver les Romains de leurs alliés. Et à la fin, il a souligné qu'en face d'eux, il y avait un amalgame de coalisés. Donc, voilà.
Alors, effectivement, c'est Attila qui commence à envoyer des flèches, décocher des flèches. Ensuite, il y avait un combat au corps à corps. Et d'après Jordanès, effectivement, le ruisseau qu'on n'a pas identifié a débordé rapidement de sang. Le roi Théodoric des Visigoths meurt, il tombe de cheval et il est en fait piétiné, il meurt. Mais curieusement, même si leur chef, le roi, est mort, les Visigoths ne perdent pas leur courage et se ruent sur les Huns. Et donc Attila et les siens, ils se réfugient derrière leur enceinte de chariots. Et alors, la bataille continue aussi la nuit, peut-être c'était même 2 jours, mais en tout cas, on part de nuit. Il y a une grande confusion qui s'installe. Le fils du roi Théodoric, Thorismond, se perd et se retrouve à un moment près des chariots des Huns. Il est tombé aussi, jeté de cheval, et il est sauvé quand même, donc voilà. Essius s'égare également, mais il retrouve le camp de ses alliés. Et Attila est aussi un peu derrière ses chariots, et il est assez désespéré, et d'après Jordanès, il serait prêt à s'immoler, donc se suicider sur un bûcher de selle de chevaux, plutôt qu'à se rendre. Mais ce qui est intéressant, que le matin, les ennemis quittent le champ de bataille le lendemain matin. Apparemment, Essius a conseillé à Thorismond, dont le fils du roi des Visigoths, de rentrer vite chez lui pour que ses frères ne l'évincent pas du pouvoir royal, la succession. Et alors, Attila, quand il apprend le départ des Visigoths, il pense d'abord que c'est une ruse, mais il constate ensuite un grand silence. Donc, il n'y a plus personne en quelque sorte. Et je cite, « Il se bâtit un moral de vainqueur, trouve motif à se réjouir et son caractère de roi puissant le conduit à reprendre le fil de son ancienne destinée », dit Jordanès. Et effectivement, il part sans être poursuivi. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il est vaincu. Enfin bon, dans beaucoup de manuels, ça traîne encore. S'il était vaincu, il n'aurait pas pu partir sans être poursuivi. Alors maintenant, les hypothèses, pourquoi il n'a pas été poursuivi, etc. Alors il y a toutes sortes d'hypothèses. Peut-être Essius craignait que si ce pouvoir unique s'effondre, il y aura un afflux de réfugiés dans l'Empire, parce qu'il y avait plein d'alliés, plein de peuples qu'il charriait avec eux. Peut-être c'est ça. Et ça aurait menacé effectivement l'équilibre des forces en Gaule au détriment du pouvoir romain. Ou encore, on pense aussi, c'est beaucoup simple encore, qu'il était aussi très affaibli, Essius, et il ne pouvait pas entreprendre une poursuite efficace. Alors, on sait que cette bataille a eu énormément de victimes. Jordanès parle de 165 000. C'est sans doute exagéré, ce n'est pas possible. Mais les auteurs antiques et médiévaux utilisent toujours des chiffres pas très fiables. Mais bon, c'était sans doute immense. Mais donc, l'autre preuve aussi que ce n'était pas une bataille gagnée par les Romains et les Alliés, parce que l'année suivante, Attila fait sa grande campagne beaucoup plus destructive et qui a laissé des traces dans la littérature immense, des traces immenses dans la littérature en Italie. Donc c'était dans la vallée, à partir de l'Aquilée, la vallée du Pô, etc. Il va presque jusqu'à Rome, où il est arrêté, c'est la légende, par le pape, etc. Et il aurait sans doute continué d'autres batailles, mais en 453, il meurt lors d'une nouvelle noce avec une jeune femme, Ildico, qui était d'origine germanique. Alors, après sa mort, justement, tous ces peuples qui constituaient son empire se révoltent, et enfin, il y a une dissolution de l'empire. En ce qui concerne notre bon Essius, il est assassiné par l'empereur Valentin, fait assassiner
par l'empereur Valentinien III, qui pense qu'il fait un complot contre lui. Mais l'année suivante, Valentinien est assassiné à son tour. Pour terminer, c'est juste faire l'épilogue. Les vingtaine d'années suivantes, c'est vraiment très important parce que, tout d'abord, il y aura, après la mort de Valentinien, 9 empereurs qui se succèdent et tous sont assassinés et déposés donc jusqu'à 476. Et ce qu'il faut souligner aussi, j'ai fait une faute, mais... Ah non, c'est bon. Je pensais que... Oui, non, c'est bon. Et dans les derniers événements de l'Empire romain d'Occident, il y a des personnages qui gravitaient autour d'Attila qui ont un rôle très, très important. Alors, Oreste, qui, après la dissolution de l'Empire unique, va avoir un rôle dans l'armée romaine, bien sûr, installe sur le trône impérial son jeune fils Romulus Augustulus, mais comme les troupes de soldats sont très peu contents de notre Oreste, Odoacre, qui est aussi issu de l'entourage d'Attila, c'est son père qui était le plus proche collaborateur d'Attila, dépose Romulus et élimine, tuer Oreste, et à son tour, beaucoup plus tard, c'est quand les Ostrogoths vont être envoyés par l'empereur d'Orient en Italie, lui-même va être assassiné aussi, et c'est là que les Ostrogoths s'installent en Italie. Bon, je pense dépasser peut-être un peu mon temps, mais enfin, voilà, j'ai fini à peu près. Plus large que le titre disait, mais il fallait expliquer quand même les précédents. Bien, je comprends. Merci beaucoup, Edina, pour votre présentation. Je comprends un peu qu'on soit un peu accablé par cette histoire qui, d'abord, sans doute, nous rappelle de mauvais souvenirs scolaires où il fallait avaler comme ça des flopées de noms de toutes sortes et les explications étaient sans doute beaucoup moins claires que les vôtres. Donc moi, en tout cas, j'ai vraiment ces souvenirs qui effleurent sous forme de cauchemar. Et du coup, je pense qu'on est un peu comme ça, mais je pense que c'est quand même intéressant de remarquer à quel point cet espace européen, disons, parce qu'on peut l'appeler comme ça, je ne vois pas comment on peut le définir autrement, était un vrai espace de comment dire, de déplacement de population constante dans tous les sens, d'alliances improbables, qui rend d'une certaine manière totalement impossible d'abord d'y comprendre quelque chose véritablement. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incompréhensible dans cette affaire, puisque ça ne ressemble à rien qui soit dans nos catégories. On parlait ce matin l'État-nation, etc. Bon, on est dans une fabrique, sans doute, très, très lente de quelque chose qui, après, très, très longtemps après, deviendra les États-nations. Mais là, pour l'instant, c'est difficile à comprendre, moi, je dirais, la première chose. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, parce qu'en réalité... aucune de catégories qu'on a un peu ingurgitées, je pense encore à l'école primaire, ne servent vraiment à éclairer et à donner une vraie... Peut-être que ces espaces-là, si on enlève la violence, c'est des manières de fonctionner qui peuvent faire, je vais dire une chose horrible, et je vous prie de m'excuser tout de suite, de la
peut-être, c'est pas du tout pertinent ce que je veux dire, mais que ça peut faire penser à quelque chose qui sera plutôt de l'avenir. Si à un moment donné, les espaces nationaux homogènes devaient venir à être à nouveau remis au travail dans un vaste mouvement de population dans tous les sens. Enfin, c'est juste une remarque, mais très, très peu fondée scientifiquement, donc je préfère laisser la parole à d'autres si vous voulez poser des questions. Oui, effectivement, je partage l'opinion, c'est très compliqué. Est-ce que néanmoins, il y a des relations différentes entre les Huns et l'Empire romain d'Occident et les Huns avec l'Empire romain d'Orient? Et que devient la relation finalement après entre l'Empire byzantin et les Huns après cette bataille? Bon, avant 451, donc les Huns s'attaquaient toujours en Orient, donc dans les Balkans, et exigeaient donc des tribus. Donc là, c'était des chantages, un piratage, on peut dire. Et après la mort d'Attila, il y aura quand même l'installation dans la partie orientale aussi d'une partie des Huns. Mais oui, je ne sais pas bien répondre. Essayez de préciser un peu mieux. L'Empire byzantin dure plus de 1000 ans ensuite, après la chute de l'Empire romain d'Occident. Ah oui. Donc les Huns, ils ne disparaissent pas complètement après cette bataille. Non. Donc là, que devient la relation après avec l'Empire romain d'Orient, finalement, qui s'appelle l'Empire byzantin? Oui, il y a une partie qui fait partie de l'Europe et qui est aussi important que l'Empire d'Occident. Oui, tout à fait, mais une partie des Huns restait déjà dans la partie orientale, de toute façon, et après la mort d'Attila, ils vont quitter, en tout cas, on ne sait pas combien, mais en partie, ils vont retourner vers l'Est. Et alors, ils vont se fondre ensuite dans la population. On ne peut pas suivre jusqu'à l'infini, oui. Tandis que, oui, ça, c'est très difficile de savoir. Finalement, même quand on est archéologue, moi je ne suis pas archéologue du tout, quelle sorte de tombeau il s'agit et comment... Oui, c'est très difficile parce qu'il y a toutes sortes de théories aussi que... par exemple, bon, là je ne voulais pas en parler, mais c'est encore un truc super compliqué. Vous savez sans doute que les Hongrois, dans l'historiographie médiévale hongroise, les Hongrois revendiquent une parenté avec les Huns qui est basée uniquement sur, en quelque sorte, sur leur mode de vie, sur leur histoire par rapport aux autres peuples, mais ça n'a aucune réalité, sauf aussi qu'effectivement, Attila et les Huns s'installaient pendant, je ne sais pas compter, mais pendant quelques dizaines d'années dans le territoire de la Hongrie actuelle. Donc voilà. Est-ce que juste une autre question, oui. Est-ce que les Huns n'ont pas joué la division aussi entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident par le jeu des alliances que vous avez souligné tout à l'heure? Non, ça je ne pense pas. Je pense que non. À un moment, vous avez dit qu'ils s'étaient alliés un peu avec l'empereur d'Orient contre l'empereur d'Occident. Donc, quand ils ont pu avoir leur tribu, donc ça ne servait à rien de s'attaquer dans la partie orientale, mais c'est là qu'il y a ces deux grandes campagnes d'Attila qui auraient pu peut-être faire d'autres ravages ou d'autres choses si Attila n'était pas mort au bout de 200, enfin je ne sais pas. Mais je pense Attila était, d'après ce concept, d'après Priscos, qui est allé en 449 en ambassade, c'est pas lui qui était l'ambassadeur, mais qui accompagnait une ambassade. Attila était un fin diplomate et il ne cherchait pas nécessairement la guerre. Hein. Donc, mais je ne pense pas qu'il avait des ambitions aussi grandes que de semer la pagaille ou susciter un conflit entre la partie orientale et occidentale de l'Empire, enfin. Je ne sais pas si je réponds assez correctement. Pas tout à fait, je pense. Et juste, en fait, la langue actuelle en Hongrie, elle est apparentée vraiment à la langue des Huns, finalement, ou il y a un autre peuple? Non, mais justement, sur la langue des Huns, on ne sait rien. Il y a quelques... peut-être même pas une dizaine de mots qu'on peut identifier. Donc, on ne sait pas. On dit que la langue de la Hongrie, elle s'apparente à celle de la Finlande. Oui, c'est ça. C'est une langue qu'on appelle donc la famille finno-ougrienne, qui a deux branches.
finnoise, oui, et ougrienne. Et la langue hongroise s'apparente à la branche ougrienne qui est constituée de deux petits peuples sibériens, des Khansi et les Mansi, Ostiak et Vogul, c'est la même chose, mais il y a deux, voilà. Mais au niveau du vocabulaire, il n'y a pratiquement rien. C'est juste la syntaxe, quelques grands principes de la langue hongroise qui fait classer la langue dans cette famille de langues. Et alors, la famille finno-ougrienne appartient encore à une beaucoup plus grande famille de langues qu'on appelle ouralo-altaïque. Et là, il y a même les Turcs qui sont dedans. Enfin, toutes sortes de Turcs, parce que, oui. Non, mais j'étais juste en fait pour soulever la question, est-ce qu'il n'y a pas eu après une autre invasion de la Hongrie par un autre peuple qui aurait la même langue que justement les Finlandais non. Alors là, c'est très, je ne connais pas bien l'histoire de la Hongrie. Très, très éloigné, en fait, la ressemblance, la parenté plutôt, entre la langue finnoise et hongroise, parce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être quelques mots de base, mais qui a aidé justement à déterminer dans quelle partie du monde ces peuples vivaient ensemble. C'était sans doute entre la Volga et Volga et le Kama, parce que dans toutes ces langues finno-ougriennes, on retrouve des noms qui désignent des plantes et des animaux, des choses comme ça qui se trouvaient dans... Voilà. Mais alors maintenant, je reviens vers la langue hongroise. Je ne suis pas linguiste non plus, mais j'ai appris ça dans ma prime jeunesse. C'est que ensuite, déjà les Hongrois, quand ils arrivent donc à la fin du IXe siècle dans l'actuelle Hongrie, ils ont eu déjà énormément de contacts, notamment avec des tribus turques, et donc ils ont déjà pas mal de mots d'origine turque, pas les Turcs ottomans qui vont aussi avoir beaucoup plus tard. Et ensuite, il y a les Slaves qui vivent à cette époque-là en Hongrie, donc ils ont aussi des mots slaves, et voilà. Mais la base, c'est au niveau de la syntaxe qu'on peut retrouver des parentés dans ces langues finno-ougriennes. Voilà. Bon, merci. Je ne suis pas très... Ouais. Une question que je me posais quand j'allais à l'école, oui, et que j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, que je vous pose. Au fond, est-ce que... parce qu'on nous a expliqué, et on a vu tout un tas de tableaux de gravures, etc., sur un mode héroïque, où on voyait Rome résistant ou ne résistant pas aux coups de boutoir des envahisseurs barbares. Enfin, on a été... Alors, je vous pose la question, finalement, est-ce que les barbares ont renforcé l'Empire romain, ou est-ce qu'au contraire, ils ont contribué à le démolir ? Ah non, quand même pas renforcé. Ou consolidé, ils étaient utilisés peut-être dans ce but, mais ça n'a pas trop marché. Mais maintenant, ce qui est discuté, là encore... il y a toutes sortes d'opinions. Est-ce que c'est à cause d'eux que l'Empire a quand même disparu, pas chuté, mais disparu, ou c'était juste l'un des facteurs? Mais ils n'ont sûrement pas renforcé, même s'ils étaient utilisés dans ce but pendant plusieurs siècles. Voilà. Moi, je pense qu'il y avait deux choses. Effectivement, les Romains, comme il y avait l'arrêt de l'expansion, donc les richesses restaient comment dirais-je, stables. Moi, je ne suis pas économiste non plus. D'autre part, effectivement, c'était quand même une grande perturbation, mais en quelque sorte, tous les empires disparaissent. Donc, je ne peux pas dire des choses plus... Ah, oui, je sais, 453, je sais bien, oui, mais c'était la situation aussi, mais sauf qu'ils ont perdu dès le 7e siècle, ils ont perdu une grosse partie de l'Empire. Avec les conquêtes arabes, notamment, il restait après très peu de choses finalement par rapport à l'époque glorieuse, oui. Mais là, je peux pas. Je pense que c'est difficile de résumer comment ça se fait-il. Oui. Toute partie de l'Europe de l'Est qui réclame encore d'un héritage byzantin. Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Où on dit, même la Hongrie, bien sûr, mais il y avait plein de mariages et
beaucoup d'influence aussi, même. Ah oui, bien sûr, il y a une réalité cosmopolite de l'orthodoxie. Enfin, il y a un certain nombre de gens se disent je suis d'abord orthodoxe et quand on voit des Serbes qui sautent dans les bras des Grecs, c'est pas du tout la même chose entre les Italiens et mais tout à fait. Je sais pas, les catholiques allemands par exemple. Même la Hongrie, donc au XIe siècle. Au XIe siècle, c'est la fondation de l'État hongrois, mais il y a aussi l'Église chrétienne qui est fondée par le roi, mais il y a en même temps des fondations de monastères orthodoxes aussi. Il y a l'influence byzantine très, très forte. Et après, avec des mariages. Comment ? Oui. Oui, simplement, excusez-moi, moi je ne suis que romaniste, mais je pense qu'il est bon quand même de dire une chose pour répondre à monsieur, c'est que la division entre l'empereur d'Orient et l'empereur d'Occident, elle se brouille très nettement à partir de 395 avec Théodose, et qu'ils sont en train de se bagarrer pour savoir qui va empêcher l'autre d'aller aider l'autre, etc. Donc la division, elle est de fait politiquement. Et d'autre part, c'est évident aussi que la chute de l'Empire romain en 476 n'est pas la chute de l'Empire romain en 476. C'est un petit jeune qui s'appelait Romulus Augustule, et ça fait bien parce qu'il s'appelait Romulus, et que le premier romain s'appelait Romulus, mais ça n'a rien à voir, c'est de la légende. Et en réalité, vous avez déjà, au milieu du 5e siècle, vous avez les Suèves, les Vandales sont passés en Afrique, vous avez des royaumes donc barbares en Afrique, dans la péninsule ibérique et dans les Gaules, etc. Donc déjà, il y a des royaumes qui se sont constitués dès le 5e siècle. Mais ils ne prendront évidemment complètement leur autonomie qu'un peu plus tard. Et d'autre part, il faut ajouter aussi que... voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc concernant cette situation... Non. Alors, sur la situation, excusez-moi, je finis, sur la situation des royaumes barbares autonomes et sur l'évolution. En réalité, oui, il faut aller, pour comprendre la fixation de l'Occident, il faut aller jusqu'à Tarik. Il faut aller jusqu'au passage du détroit de Gibraltar par les Arabes, parce que les Visigoths ont, au fond, remplacé les Romains. Et ils avaient même un droit qui s'inspirait du droit romain, etc. Et pendant tout le VIe siècle et jusqu'à une partie du VIIe, ils ont tenu. Les Suèves un peu moins longtemps, les Burgondes et puis les Francs tenaient également tout ça. Et quant à l'empereur d'Orient, lui, bien, il se dit effectivement le continuateur de l'empereur romain. Et là, il ne faut pas croire quand même que c'est tout rose. Ils ont beaucoup de problèmes aussi avec des adversaires arabes, perses, etc., et que ça ne se passe pas forcément facilement. Et quand on dit que le royaume byzantin est allé jusqu'en 1453, là encore, c'est parce que Constantinople est un symbole, et que la chute de Constantinople peut apparaître dans notre imaginaire comme vraiment le point, comme la Rome d'Alaric en 410. Elle n'était plus la capitale de l'Empire depuis longtemps, mais 410, ça marque parce que Rome était quand même la ville fondatrice de l'Empire. Et depuis bien avant, à la suite des croisades, etc., l'Empire romain d'Orient n'était plus le bel Empire romain d'Orient. Ah oui. Oui, mais alors seulement à partir de 1054 et de Michel Cérulaire. Oui, mais en ce qui concerne l'Empire d'Orient, qui devient byzantin, parce qu'on distingue un peu aussi, on parle de l'Empire byzantin quand on va utiliser le grec pour la loi et tout, parce qu'il reste effectivement, encore au 6e, etc., tout est en latin, même s'ils parlent grec chez eux. Enfin, bon, mais dans l'Empire d'Orient, il n'y a pas la genèse des royaumes dits barbares. Il y a la perte de territoire avec la conquête arabe, c'est immense, ils perdent presque tout là où il y a l'agriculture et tout. Mais il n'y a pas, effectivement, les grandes invasions passent à l'ouest et l'installation des peuples
dits barbares, mais qui sont acculturés énormément. Oui, excusez-moi, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, oui, c'est-à-dire que dans le paysage du 5e siècle, il faut ajouter ce qui est très romain, des guerres civiles permanentes. C'est-à-dire que les guerres civiles affaiblissent et les barbares et les empereurs de Rome, et que ça dure depuis tout le 4e et le 5e siècle. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je dirais la suite au prochain épisode, même si on fera encore un grand saut dans le temps, puisque la prochaine séance en novembre concernera la rencontre avec l'islam. Donc, il sera toujours question... On est encore dans la France avant la France. Ce sera quand même question de menaces, de dangers, de fantasmes réels, d'acculturation réciproque et de conflits. Et à ce moment-là, je pense que la dimension religion, qui n'a pas été évoquée du tout ici, je ne sais pas si on a eu tort ou pas, mais qui n'est peut-être pas décisive, voilà, plus tard. Mais disons que là, ça sera un élément déjà qui commencera à être plus prégnant dans les relations ou dans les argumentaires des conflits. Voilà, donc merci beaucoup.